raconter la vie. Je suis un ami de marchand de travail. Mais moi, je ne suis pas éditeur, parce que je ne connais pas directement. Mais voilà, c'est complètement ça. Et ça, pas faire de pub, mais ça marche, ça marche. Et on peut, nous, on est très content d'organiser cette table ronde autour de ce qu'on peut appeler aussi la narrative non-fiction. Narrative non-fiction, c'est une appellation qui nous vient des pays anglo-saxons, de Truman Capote et du nouveau journalisme anglo-saxon qui s'est développé dans les années 60. Mais certains font remonter les origines du genre aux reporters du début du XXe siècle ou même au naturalisme d'Émile Zola. En France, c'est un genre, comme le disait Mathilde, qui gagne en visibilité, notamment grâce à de jeunes maisons d'édition. Et c'est un genre aussi qui profite d'un contexte éditorial qui est encourageant. On peut penser à l'attribution du prix Nobel de littérature à Svetlana Alexievitch. On peut penser au succès des reportages au long cours tels qu'ils sont publiés par exemple dans la revue 21. Mais même de manière générale, on peut penser aussi au renouvellement des formes documentaires via la bande dessinée de reportage, via le web documentaire, etc. Et donc avec l'association Supédit, on se demandait donc, où en était la narrative non-fiction en France. Est-ce qu'elle bénéficie d'une vraie reconnaissance? Quels sont les enjeux littéraires qui traversent l'enquête et la littérature du réel? Et puis essayer de voir comment les éditeurs entendent développer ce genre à la fois au niveau de la promotion de nouveaux auteurs, mais aussi au niveau du travail de traduction. Donc pour débattre de ces questions, on a le plaisir de recevoir trois invités. Donc tout d'abord, Yvan Jablonka, vous êtes écrivain, historien et professeur d'université à Paris 13. Vous êtes l'auteur de Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, que vous décrivez comme un essai de biographie familiale, mais aussi un livre plus théorique, L'histoire est une littérature contemporaine, publié au Seuil en 2014. Adrien Bosc, vous êtes l'auteur de Constellation, mais également éditeur, fondateur des éditions du Sous-Sol. Éditions du Sous-Sol qui publie la revue Feuilleton, mais qui publie également la collection Feuilleton non-fiction dont on va parler tout à l'heure. Et enfin, Cyril Gay, vous êtes cofondateur des éditions Marchali, toute nouvelle maison d'édition spécialisée dans le reportage narratif, qui vient de publier son premier titre le 4 février dernier, Tokyo Vice, dont on va parler tout à l'heure, j'imagine, ainsi que de vos projets. Peut-être pour commencer avec vous, Yvan Jablonka, avant d'essayer de définir ce qu'est la littérature du réel, avant d'essayer de la caractériser, une question peut-être plus générale. Vous dites dans L'histoire est une littérature contemporaine que le roman règne sur la littérature. Est-ce que c'est une idée qui est acquise, qu'il existe une littérature en dehors du roman, qu'il existe une littérature en dehors de la fiction? Bonsoir à tous. Je voudrais vous remercier pour votre invitation. Ça me fait plaisir d'être devant vous et de découvrir votre association et d'y contribuer à ma mesure. Je réponds à votre question par une métaphore astronomique. Je dirais que le roman aujourd'hui est un petit peu comme le soleil dans un système, c'est-à-dire que tout tourne autour de lui. Et on peut donc dire que le roman attire autour de lui des formes littéraires qui gravitent comme autour d'un centre. Donc il y a à l'évidence une domination du roman sur la littérature, au point que certains font même la confusion entre roman et littérature, et même fiction. Il y a donc aujourd'hui une espèce de confusion totale entre ces trois termes qui seraient équivalents. Pourquoi cette situation de domination romanesque? C'est parce que le roman offre une très grande plasticité, c'est-à-dire que de très nombreuses formes littéraires peuvent se réclamer du roman. Il y a une espèce de liberté romanesque qui est, je crois, appréciée. Et il y a aussi le fait que le roman a porté l'effort de modernité au moins au XXe siècle, sans doute à d'autres siècles, mais au moins à l'évidence au XXe siècle. Ce n'est pas un hasard si des écrivains comme Proust, Céline, Joyce et tant d'autres ont choisi cette forme-là. Et en ce sens, les autres formes littéraires ont moins, je crois, innové que le roman au XXe siècle. D'où cette situation de domination et même à certains égards d'écrasement des autres formes. Et ça tient aussi au prestige final que le roman a acquis aujourd'hui,
dans ce dans ce que les sociologues appellent le champ littéraire, mais aussi auprès du grand public, de telle sorte que même des écrivains d'enquête, des écrivains qui font de l'enquête ou de la non-fiction, se réclament du roman, ce qui est un paradoxe que je comprends mal, mais enfin, c'est cela, cette force d'attraction du roman Soleil. Et puis, d'autres formes se définissent un peu en synonymie avec lui. Par exemple, on parle de roman de gare, ou de roman à l'eau de rose, ou de roman policier. Tout ça, ce sont autant de formes qui gravitent autour. Et puis, il y aurait la non-fiction, qui se définit là explicitement contre le roman, mais vous voyez que c'est une définition par son manque. La non-fiction, c'est une forme à laquelle il manque quelque chose, ou du moins une forme qui a décidé de ne pas recourir à un certain attribut qui est la fiction. Donc la non-fiction, et ce non privatif dit beaucoup de choses, la non-fiction se définit par son manque, par son défaut, et bien sûr par son opposition au roman. Et je finis en évoquant le mépris dans lequel sont tenues de nombreuses formes non fictionnelles, le témoignage, le document, la biographie, l'autobiographie, sans parler des sciences humaines bien sûr, et cela remonte à une vision, on va dire, romantico-malarméenne, c'est-à-dire ça tient à la fois du romantisme début 19e et aussi d'une conception aristocratique malarméenne, pour laquelle la littérature est liée à la capacité d'imagination, la capacité de fictionnaliser le monde, de créer un monde parallèle au nôtre, et bien sûr cela exclut toutes ces formes de non-fiction au bénéfice du seul roman. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler justement de la littérature du réel ? Comment est-ce qu'on la caractérise ? Comment est-ce qu'on peut la définir ? Quels sont ses contours ? Il y a à mon sens 3 définitions de la littérature du réel. Je vais vous dire les 2 premières pour les critiquer, je vous dirai la 3e qui est la mienne. La première, qui est la mienne, qui est celle dans laquelle je me reconnais. Vous avez bien compris que c'est ça que je voulais dire. Donc, la première définition, c'est la définition naturaliste du 19e siècle. La littérature du réel serait la fiction réaliste, c'est-à-dire le roman réaliste, le roman qui reflèterait les problèmes du temps, la société, le peuple. Hein, on retrouve cette conception chez les Goncourt, bien sûr. Bon, Zola en est le parangon, mais on retrouve aussi cette conception dans les années 1830-1840 chez Balzac et aussi chez Stendhal. Par exemple, c'est Stendhal qui, paraphrasant Saint-Réal, donne cette définition du roman comme un miroir qu'on promène le long de la route. Donc voilà, on est dans cette définition d'une littérature spéculaire. Le roman, c'est ce qui vient refléter notre monde avec des transformations fictionnelles. Ce qui est en fait le point aveugle de cette définition, c'est que le réalisme tel qu'il est revendiqué par le XIXe siècle est en fait une forme extrêmement ancienne. Et la littérature réaliste, d'ailleurs tout l'art réaliste, se retrouve dès l'Antiquité. Et par exemple, si on en croit Erich Auerbach, la tradition réaliste, la mimésis, remonte aux évangiles, puisque, comme il l'explique, ce sont dans les évangiles qu'on trouve les premiers soucis de réalisme, à travers, dans la mesure où le divin transparaît à travers des artisans, des infirmes, des prostituées, et bien sûr la révélation christique. Donc entre les évangiles et Zola, il y a de très nombreuses formes de littérature réaliste, le satyricon, le roman de Renard, Madame de Lafayette, et puis bien sûr la forme 19e siècle. Mais on voit qu'en fait, il n'y a d'une certaine manière de littérature que réaliste, en tout cas c'est ce que montre toute cette tradition mimétique, au sens de Auerbach. La deuxième définition, c'est celle du roman non fictionnel. Ça, c'est une définition beaucoup plus récente. Vous avez cité Capote. Ça, c'est vrai qu'on doit beaucoup à tout ce qu'on a appelé le nouveau journalisme, de Capote à Hunter Thompson, jusqu'aux expérimentations comme 21 en France. Cette définition de la non-fiction novel jusqu'au nouveau journalisme, c'est d'ailleurs lié dans une certaine mesure, cette définition considère que la littérature du réel
expulse d'elle-même la fiction pour ne rien inventer et donc être fidèle à la réalité. Ce qui me met mal à l'aise dans cette définition, c'est que bien souvent, les romanciers non fictionnels n'ont pas tenu vraiment parole, puisqu'il y a beaucoup de fiction dans leur production. Il suffit d'ouvrir 200 froid de Truman Capote pour voir à quel point l'histoire, le quadruple meurtre est fictionnalisé. Et puis, ce qui me gêne dans cette définition, c'est que la littérature du réel est encore et toujours ramenée au roman, comme si le roman était l'alpha et l'oméga de la littérature. Et enfin, la fiction, ici, est conçue comme une espèce de microbe, de choses qu'il faudrait expulser du roman pour obtenir des effets de réel. Mais c'est bien mal connaître le raisonnement en sciences sociales. Le raisonnement en sciences sociales a besoin de fiction, et je le dis ici au pluriel. Ça ne veut pas dire que les historiens écrivent n'importe quoi, mais ça veut dire qu'ils ont besoin de fiction au pluriel, dans leur concept, dans leur narration, dans leur mode d'explication. Et donc la fiction ne saurait être expulsée de la littérature du réel, mais au contraire, elle doit être, je crois, revendiquée, mais c'est une fiction assumée, explicite, qui se dénonce elle-même. Alors j'en viens à une troisième définition. La littérature du réel, telle que je la pratique, et que d'autres la pratiquent bien sûr, c'est ni plus ni moins une enquête. C'est pas moi qui l'ai dit le premier, c'est Hérodote il y a 25 siècles, puisque sa grande somme qui s'appelle l'histoire signifie en grec l'enquête, hein, donc il y a une homonymie totale entre l'histoire, les sciences sociales d'un côté et l'enquête de l'autre. La littérature du réel, pour moi, c'est une enquête guidée par des raisonnements en sciences sociales. Quand je dis sciences sociales, je ne parle pas de diplôme. Je ne dis pas qu'il faut avoir une agrégation d'histoire pour faire des raisonnements d'histoire. Je ne dis pas qu'il faut être un docteur en sociologie pour avoir conscience de sa position sociologique. Donc quand je dis des raisonnements en sciences sociales, j'évoque un certain nombre de raisonnements qui sont universels. La définition d'un problème, la prise de distance, la collecte de sources, l'administration de la preuve, la comparaison, etc., etc. Ça, ce sont des raisonnements de sciences sociales qu'on retrouve dans les sciences sociales, bien sûr, chez les chercheurs patentés, mais aussi dans la littérature, chez des écrivains comme Primo Levi, Chalamov, Solzhenitsyn, Annie Ernaux, Georges Perec, enfin bon, et tant d'autres, et tant d'autres. Donc la définition la plus opératoire pour moi, c'est celle-ci, une littérature guidée, structurée par l'esprit des sciences sociales, et je le dis bien sûr au sens le plus ouvert et le plus anti-universitaire du terme. Vous parlez justement de la place de la fiction dans la littérature du réel. Quelles sont les techniques narratives justement que cette littérature du réel, elle peut aller puiser donc dans la fiction, dans le roman, et qu'est-ce que ces techniques narratives elles apportent à l'enquête? J'ai du mal à répondre à votre question parce que ça suppose qu'il y aurait des techniques narratives propres à l'enquête et que ces techniques narratives, il faudrait les importer consciemment pour littérariser, entre guillemets, le texte. Mais je crois qu'en fait, c'est mal comprendre le travail des enquêteurs, qu'ils soient journalistes, reporters, témoins, documentaristes ou chercheurs en sciences sociales, parce que dès qu'il y a enquête, il y a narration. C'est comme si vous demandiez à un romancier comment il met en récit son roman. Ça n'aurait pas grand sens, puisque dès qu'il y a littérature, il y a mise en récit. Donc je récuse, moi, un petit peu ces termes techniques comme mise en intrigue, mise en récit, qui en fait ne font que souligner la prétendue non-littérarité de l'histoire, ou de la sociologie, ou du journalisme. Donc c'est un peu une question un petit peu charitable. On dit aux journalistes ou aux historiens, vous qui prétendez de faire de la littérature, comment vous vous y prenez pour faire comme les grands? Donc ça, c'est une conception que je récuse. En revanche, je peux vous dire comment moi et d'autres aussi avons tenté de réconcilier sciences sociales et création littéraire. Mais vous voyez que c'est en fait une autre question et je m'en excuse auprès de vous, mais je ne peux répondre qu'à celle-ci. Donc je le dirai en quelques instants parce que je suis en train de monopoliser la parole et c'est tellement contraire à ma pratique que ça me gêne à la fin. Donc j'irai plus rapidement. La manière dont moi j'essaie de réconcilier création littéraire et sciences sociales, c'est à travers des outils de sciences sociales, des outils cognitifs qui sont aussi des opérateurs de littérarité. Donc je le dis de manière un peu technique, mais je
ça résume ma pensée, c'est-à-dire qu'il y a des outils cognitifs, des outils de sciences sociales qui poussent à la littérature, qui sont aussi des opérateurs de littérarité. Par exemple, le jeu, l'usage du jeu, le jeu de méthode, ou ce que j'appelais tout à l'heure les fictions, ces fictions de sciences sociales qu'on peut appeler aussi des fictions de méthode, qui sont des fictions qui se dénoncent elles-mêmes et dont le chercheur en sciences sociales fait un usage immodéré. Il y a aussi les va-et-vient entre le présent et le passé, puisque dès lors qu'on fait une enquête, on assume le fait qu'on est un enquêteur hic et nunc, et non pas le passé qui parle tout seul, avec le passé avec un grand P qui parle tout seul, comme font beaucoup d'historiens. Donc ce va-et-vient constant entre présent et passé. La mise au jour de l'enquête et des procédures d'enquête, ou encore le jeu des différentes voies narratives. Bon, ce ne sont que quelques exemples, mais c'est une manière, ce sont des manières grâce auxquelles on peut, je crois, réconcilier sciences sociales et littérature au sein de ce qu'on appelle éditorialement la non-fiction. Peut-être, Adrien Boll, justement, au sein de... Merci Yvan. Au sein de cette littérature du réel dont on vient de parler, il y a un courant qui est très important et qui s'est développé, c'est le journalisme narratif anglo-saxon. La revue Feuilleton que vous avez créée publie en grande partie des textes qui sont issus de cette tradition. Pour commencer, est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi le genre est si ancré dans ces pays anglo-saxons ? Bonsoir et merci pour cette invitation et ce débat. Alors je vais vous répondre, mais en le caractérisant comme anglo-saxon pour effectivement expliquer en quel point aussi la tradition n'est pas qu'américaine, n'est pas qu'anglaise, et qu'elle peut se retrouver à la fois chez nous et puis portée depuis longtemps. Sur les trois définitions qui ont été données, finalement on va s'arrêter donc sur la deuxième avec ce genre-là, qui est ce qu'on pourrait appeler donc par cette idée du roman non-fictionnel, de la narrative non-fiction, mais qui précède l'origine la plus séduisante que j'avais trouvée était finalement celle d'un auteur de la maison qui s'appelle David Samuels et qui a publié, on a publié un de ses livres qui s'intitule Mentir à perdre haleine, qui est une sorte d'enquête. Alors si on devait se définir comme ça en contradiction aussi avec le roman, ce serait une sorte de Gatsby mais réel, donc justement sur une enquête, partir à la recherche de cet homme qui s'est inventé plusieurs vies. Et David Samuels, lorsqu'il est venu en France pour expliquer sa démarche et dans le courant dans lequel il s'inscrit, a voulu expliquer que, alors c'était sa théorie, mais elle me paraissait séduisante, que le genre était spécifiquement américain, du fait même de l'étendue du territoire et de sa nécessité de transmettre un message au moment de la frontière. C'est-à-dire cette nécessité de représenter un moment, puisque les journaux, quand même, les journaux de l'ombre, alors évidemment les plus célèbres sont plutôt au XXe siècle, la naissance du New Yorker, d'Harper's, de tous ces journaux qui ont porté le long reportage, mais après existait, donc Harper's c'est plutôt fin 19e, une nécessité en tout cas du compte-rendu, de rendre compte de ce qui se trouvait de l'autre côté, d'essayer de répondre à une question, pour lui c'était celle-là, qui sommes-nous dans un territoire où finalement de la côte est à la côte ouest, ce territoire est partagé par des personnes assez différentes. Et donc, pour lui, le genre s'inscrit toujours et émerge au moment finalement d'une identité troublée, d'une identité qui se cherche. Et il revenait sur cet exemple, alors c'est une théorie qui fonctionne comme elle peut, mais qui me paraissait en tout cas là pertinente, en expliquant que peut-être l'émergence chez nous actuellement de ce besoin de récit, de ce besoin d'explication qui vient par la preuve, par l'exemple presque d'une certaine manière, donc de suivre un trajet, d'inscrire cette notion de récit au cœur de la littérature, son émergence, comme vous le signalez, était peut-être liée, en tout cas chez nous, à un éclatement justement de cette identité, à un moment où on est réellement dans une nécessité de repenser, de trouver d'autres moyens, et que finalement la position de surplomb, celle de la théorie, qui a pu être non pas de la théorie contre celle qui a été évoquée comme une troisième voie de la définition, puisque celle-ci est finalement l'outil qui est au service de ce récit, qui s'inscrit dans le récit,
mais la position de surplomb, celle qui peut être plutôt, et là je ne vais pas parler du point de vue des universitaires, mais plutôt du journalisme et de la vision journalistique française, où a primé longtemps, même si, et j'y reviens, d'autres formes de récits longs ont pu exister en France, mais des récits, alors juste d'aparté, long ne veut pas dire forcément de qualité, et ça c'est souvent l'erreur, c'est-à-dire qu'on pense que grand reportage est nécessairement la qualité du reportage, le temps long qui est donné créera forcément des effets, et on se rend compte qu'un mauvais reporter est un mauvais reporter du début à la fin, quelle que soit la taille de l'article. Et c'est aussi ce qui distingue, comme toute forme de littérature, un mauvais roman est un mauvais roman, et quelle que soit sa longueur. Et donc pour en revenir à cette vision, disons, journalistique à la française, il y a eu longtemps ce sacro-saint, cette nécessité de l'objectivité à outrance, théorisée, inculquée comme une espèce de leurre, parce qu'on sait à quel point, et pour avoir tous un peu expérimenté ça, l'objectivité est à la fois un leurre, quelque chose qu'il faut abandonner, se plonger davantage justement dans une subjectivité assumée du regard, parce que de fait, essayer d'atteindre comme ça une position pleine et entière de l'événement est absolument impossible. C'est finalement, et si on doit revenir à une phrase de littérature, c'est l'idée de Faulkner qu'on ne voit jamais les choses en plein. On est toujours placé selon sa position sociale, sa position même géographique. Il suffirait qu'il y ait un accident en sortant et on serait tous d'un certain point de vue. On aurait un canevas pour raconter l'accident auprès de la... Enfin, si on avait une déposition, on serait tous en train de raconter à peu près, on aurait un canevas à peu près similaire, l'heure, l'impact, et encore l'heure, on serait dans l'approximation, mais l'impact, le bruit, on essaierait de décrire la couleur de la voiture, mais on serait toujours placé depuis l'endroit où on se trouve, et c'est d'ailleurs souvent la qualité de certaines reconstitutions comme ça dans les films de tribunaux, les films d'enquête, où on reconstitue la réalité par faisceau. Donc, la position à la française, elle est dans ce leurre de l'objectivité, a longtemps été dans le leurre de l'objectivité, et à ça s'est ajoutée une tradition de l'éditorialisation de l'événement. Forcément, le journalisme aussi se positionnait par rapport à une vision très théorique, une nécessité de penser le monde d'un seul coup, par un biais, et donc pas dans la position du reporter, pas de plein pied. Et donc a primé souvent ces deux voies. Et alors là, je vais me contredire sur tout en... Effectivement, le genre est très anglo-saxon, aussi parce que, donc je disais cette question de frontière, mais si on doit de manière plus sérieuse revenir vraiment sur ce qui fait sa spécificité, c'est surtout le support, le fait qu'existe aux États-Unis et depuis longtemps, sans discontinuité, c'est-à-dire que la différence de la France a existé en France des journaux pour ça. Évidemment, le journal de Lazareff, à un moment, a pu accueillir, Actuel a pu accueillir, l'autre journal a pu accueillir ce type de reportage, 21 l'accueil, le Tigre a pu aussi, et d'autres revues qui naissent, et des journaux qui ont été, en tout cas, des refuges pour ce type de reportage. Mais aux États-Unis, sans discontinuité, finalement, donc ces hebdomadaires, ces mensuels qui accueillent à la fois du reportage, de la nouvelle, sont importants, durs, populaires. Donc c'est le New Yorker, c'est Harper's, c'est Esquire, et on peut en citer de nombreux, qui ont toujours été, disons, à la pointe de cette forme d'écriture. On crée, je pense, une certaine forme d'émulation collective, de qualité du reportage, évidemment, qui s'est réinventé au fur et à mesure, qui est parti finalement de John Hersey peut-être, pas parti de là, mais en tout cas est passé par là, jusqu'à David Foster Wallace, qui récemment, dans ses journaux comme ne serait-ce que Esquire ou Harper's, a pu réinventer des formes, ou David Samuels aussi le propose. Donc vous avez cette qualité comme ça de confrontation qu'on voit émerger aussi en France dans la littérature, à travers donc cette littérature du réel, où certains auteurs qui ne se revendiquent justement de cette frontière commencent à eux-mêmes créer une certaine émulation et une exigence accrue. Donc voilà pourquoi le genre serait peut-être en anglo-saxon. Il existe des journaux pour accueillir ce genre. C'est une fausse réponse, mais il est forcé de constater que dans d'autres pays où ce type de support existe, cette littérature a pu émerger.
en Pologne. Longtemps, et c'est encore le cas, un journal comme la Gazeta Wyborcza a un supplément pour ce type de reportage qui s'appelle le Douzi Format. Et évidemment, le plus connu étant Kapuscinski, qui est né aussi de cette école, mais de Kapuscinski est née une école qui est l'école du reportage polonais. Dans les pays sud-américains, c'est évidemment l'école autour de Garcia Marquez et de ce qu'on a appelé le renouveau du journalisme sud-américain. Donc, voilà, après, et je ne conclurai pas non plus sur la part à la française, il a existé ce type de reportage, simplement, je pense qu'il s'est réfugié de plus en plus dans la littérature elle-même, et Yvan Jablonka le signalait, et à mon avis de manière très juste, jusqu'à cette forme aussi d'hypocrisie à vouloir caractériser par roman, mais de manière assez parfois défendue, parfois assumée totalement, et là la chose dans ce cas-là me paraissait intéressante, c'est-à-dire je reprends les termes d'Yvan Jablonka parce que je trouve que là il touche du doigt quelque chose du symptôme français qui est une littérature aussi qui, dans ce cas-là, me convient, se dénonce elle-même dans sa manière de fictionner le réel, mais l'assume, le revendique. Carrère que je lis et dont j'apprécie les reportages jusqu'à effectivement les derniers qui ont été regroupés. Je n'ai pas regardé comment était caractérisé au fur et à mesure de ses livres le roman, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la manière dont il assume particulièrement récemment la notion finalement de non-fiction, jusqu'à, et si on doit revenir à de la petite cuisine éditoriale, aux États-Unis, le fait que ces traductions se trouvent en non-fiction, dans des rayons particuliers. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a comme ça un cheminement vers, effectivement, qui est aussi, et là c'est pas pour le cas de Carrère, mais qui est aussi face à un moment, dans un moment de l'histoire, en tout cas de la littérature et de l'actualité littéraire, qui est ce coup de projecteur sur cette littérature-là, avec le Nobel d'Alexievitch, qui avait été appelé de tous ses voeux par le New Yorker un an plus tôt, où il y avait un papier de Philippe Gourevitch, qui souhaitait, c'était au moment de l'attribution du prix Nobel à Modiano, un prix Nobel pour la non-fiction. Et il citait Alexievitch comme la candidate, la lauréate toute désignée. Vous l'avez dit, c'est un genre qui s'est développé donc, dans les revues, dans la presse, mais c'est aussi un genre qui existe dans les livres. Avec les éditions du Sous-sol, vous avez créé une collection, Feuilleton non-fiction. Est-ce que vous pouvez nous parler du contexte éditorial, commercial qui a permis à cette collection de voir le jour? Et une seconde question aussi. Pour l'instant, c'est une collection qui est destinée vraiment à la traduction anglaise. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous n'avez pas envie aussi de vous ouvrir à des auteurs francophones, contemporains? Alors, le contexte éditorial, c'est une bonne question pour ce type de collection parce que souvent on a l'impression, en tout cas quand on entend des collections émerger ou des revues, qu'il y a cette nécessité comme ça de se revendiquer presque sans histoire. Le genre arrive et il débarque avec comme un renouveau absolu, et puis les journalistes sont très friands de ça, alors ils relaient comme ça cette belle parole que tout ça est né d'un enchantement du Vendredi Saint et que rien avant, rien après, les collections sont tout à fait neuves. Non, la maison est née d'une histoire et elle s'en revendique, elle est née d'une histoire et d'un contexte éditorial précis qui est l'émergence à travers plusieurs maisons. Alors évidemment, le courant des années 70, ce qu'on appelait le New Journalism, a été très traduit en France à une époque, traduit par plusieurs maisons, mais effectivement jamais caractérisé. Il y a même eu des collections qui se sont montées autour de ce genre-là, dont une tenue par quelqu'un comme Tony Cartano, qui n'ont pas duré, mais certaines grandes traductions ont été faites, dont des auteurs qu'on publie actuellement, comme Guettalez, avec des premières traductions. Ce qui est notable, c'est qu'à partir des années, on va dire, 90, il y a une sorte de renouveau à travers un intérêt de certains éditeurs, traducteurs. Traducteurs, je pense à quelqu'un comme, plutôt dans les années 2000, mais quelqu'un comme Pierre de Marty qui a pu travailler sur les textes de John Didion, qui est vraiment pour moi la grande figure de la littérature du réel, pour des raisons précises, mais qui est aussi, au-delà de la définition donc, de la littérature du réel comme simplement celle qui s'intéresse au réel, qui me paraît vraiment très réducteur, mais c'est aussi la capacité
à s'impliquer soi-même dans le récit, on parlait du jeu, mais aussi jusqu'au trouble. À quel point la frontière, à un moment, devient poreuse entre l'observé, l'observateur, jusqu'à se confondre. Et ce sont les grands textes, à la fois de John Didion, de Janet Malcolm pour Le journaliste et l'assassin, mais aussi, et il se revendique de ça, Carrère, qui, dans la lignée de Capote, mais ce qui est intéressant d'ailleurs dans son texte à Carrère, dans le recueil, c'est quand il explique l'adversaire, s'il revient sur les conditions d'écriture de l'adversaire, il explique que longtemps il a été pratiquement que son modèle l'a presque empêché, donc le modèle qui a été Capote, puisqu'il souhaitait, comme Truman Capote, cette espèce d'idéal du narrateur à la Flaubert, partout et nulle part, et qu'à partir du moment où il s'en est pas, non pas détaché, mais il avait abandonné le projet quasiment, il a souhaité mettre par écrit ces 7 ou 8 années perdues, entre guillemets. Et c'est au moment où il a écrit le jour où... pardon, son nom m'échappe, Jean-Claude Roman a tué sa femme, son enfant. Ce jour-là, j'étais, je ne sais plus exactement le thème, mais ce jour-là, j'étais en réunion pédagogique et il l'a marqué comme ça. Puis, bon, il s'est trouvé sa place dans le récit. Donc il y a une histoire à ce moment-là, mais une histoire aussi éditoriale dans laquelle on s'inscrit, donc les éditions du Sol, qui sont l'émergence d'une maison comme Alia, qui a traduit beaucoup des rock critiques américains, qui portent ce style d'écriture. Ce sont des textes toujours à la frontière justement des textes de rock critique, donc c'est des textes comme Please Kill Me, comme Can't Stop, Won't Stop, ou évidemment, qui sont là pendant les rock critiques, mais qui font cette espèce de passerelle étrange et en même temps merveilleuse entre la rock critique et les théories presque situationnistes, lettristes, les livres de Gray Marcus. Et évidemment, quelqu'un comme Gérard Bérébi avec les éditions Alia a créé quelque chose autour de ce genre, au fur et à mesure, parce que les livres, sans qu'il donne nom à ses collections, tout comme les éditions Bourgois aussi avaient publié nombre de ses textes, eux ne caractérisaient pas, mais faisaient finalement publier sans nécessité de distinguer dans l'ensemble de la littérature. Et parce qu'ils étaient rétifs aux notions même de collection, et ce qui est moins le cas de, je pense, une part de l'édition actuelle. Et donc pour Gérard Bérébi, peu à peu, cette habitude de publier ces textes-là l'a amené à être confronté à davantage de textes. C'est ainsi que l'édition fonctionne. Plus vous publiez ce type de texte, plus les agents vous proposent ce type de texte, plus les traducteurs vous proposent ce type de texte. Et finalement, une famille comme ça d'un genre gravite autour de votre maison. Et peu à peu a émergé pour lui l'idée de publier ces articles, donc très longs, qui font entre 60 000 et 120 000 signes. 120 000 signes équivaut parfois à un livre dans certaines maisons. Et donc, à se dire, ces articles qui sont entre deux, trop courts pour faire l'objet d'un livre, mais en même temps trop longs pour être publiés tel quel, nous allons les publier. Et c'est là où Gérard Bérébi, moi j'étais à ce moment de l'histoire de la maison, a monté ces petits livres qui ne se donnaient pas de nom de collection, ou des articles du New Yorker, d'Harper's, de Vanity Fair, des articles de William Langewiesche, de David Gran, de Mark Seal, de journalistes importants comme ces journalistes-là ont été publiés. Et je pense que David Gran, par exemple, est vraiment l'un des grands derniers qui ait pu être publié. Et puis, comme je le citais, il y avait Bourgois. Et dans l'émergence finalement d'une presse alternative, presse éditoriale, une presse de librairie, évidemment, l'arrivée de 21 a été un précédent économique pour une maison comme la mienne, c'est-à-dire a permis une appréhension des libraires positive de ce type de revue. Arriver avant, et ça serait mentir que de dire le contraire, arriver avant un tel précédent aurait rendu la tâche en tout cas bien plus compliquée, ne serait-ce que pour demander les niveaux de mise en place qui sont nécessaires pour la viabilité économique de ce type de projet. Donc on a bénéficié finalement d'une vague qui nous a un tout petit peu précédé, mais qui elle-même s'inscrivait totalement dans une histoire qui était celle d'une presse anglo-saxonne, non pas celle que j'ai citée, New Yorker ou Harper's, mais celle à mi-chemin dans la librairie. Par exemple, The Believer
même s'ils sont un peu moins pop et un peu moins trash, on va dire, que le Believer, mais plutôt de Granta en Angleterre, qui est le grand frère finalement de toutes ces aventures, monté par Bill Bufford dans fin des années 70, et qui, quand on détaille un petit peu, a toute la caractéristique de ce qui actuellement fait revue en France, entre le magazine et le livre, vendu en librairie, vendu à peu près à 15 €, avec des chiffres de vente comparables, et avec de l'illustration parfois à l'intérieur, des portfolios, et des reportages avec une position du narrateur assumée, où on a pu retrouver chez Bill Bufford, entre autres, certains des textes importants de Kapuscinski. Et pour finir de vous répondre sur les textes français ou étrangers, la maison s'est développée et la maison a eu la nécessité, au bout de 3 ans d'existence, pour pouvoir assumer un nombre de publications aussi important pour pouvoir finalement en librairie expliquer le genre, parce que ce n'est pas pour faire de l'inflation pour l'inflation, mais à 2 ou 3 titres, il aurait été compliqué d'expliquer totalement la démarche. On a intégré le seuil, aussi pour pouvoir publier davantage, mais aussi pour pouvoir intégrer d'autres éditeurs. Donc Claire Docero qui est là, qui est responsable d'édition, seul apporte énormément, par exemple, sur la littérature sud-américaine, espagnole, lusophone, et donc des textes sont en cours de traduction pour la maison. Évidemment, on a des lecteurs et des gens qui recherchent pour nous. Je parlais de ces traducteurs qui gravitent, ils ont toujours gravité autour de la revue et qui nous proposent des textes venant de Pologne, du Japon, d'autres pays. Et évidemment, ils auront leur place dans cette maison. Mais comme le genre est très vivace là-bas et comme de grands devanciers n'avaient pas été traduits, il nous paraissait important de donner une assise à la maison par ces grands devanciers en alternant les contemporains, les devanciers toujours. Alors Nelly Bly, Guetta Lez, mais en même temps de pouvoir publier Michael Lewis ou David Samuels plus récemment. Et puis les Français viendront s'inscrire dans cette collection. D'autres textes donc, sont en cours d'écriture et priment, comme je le disais, un regard très particulier. On n'est pas là pour faire un livre. Il va falloir tenir la comparaison. Finalement, c'est aussi tout l'intérêt de cette collection, c'est qu'à côté de ces grands devanciers ou grands étrangers, il faudra tenir d'une certaine manière la comparaison. Et c'est là où le niveau d'exigence est élevé et plutôt à mon avis, sain. Pour les textes français, ce qui est intéressant, et là je m'arrêterai juste sur ce point, mais je pense que ça en dit aussi quelque chose de long. Enfin, c'est intéressant au niveau de la crise de la presse aussi, puisque ça rejoint à quel point, ne serait-ce que notre position et ce que l'on peut financer en termes de reportage, même à minima, est de toute façon bien plus important que ce que la presse actuellement propose à des reporters pour des livres. Donc ce qui est très intéressant, c'est ce refuge qui est en train de se trouver dans le livre pour la presse, une partie de la presse. Mais évidemment, on ne fait pas du document. Ce livre de documents existe déjà. Parfois s'y trouve le style, le souffle. On peut penser à des textes comme ceux de David Dufresne, celui sur Tarnac. Mais la plupart du temps, le document se caractérise quand même souvent par un livre vite fait, enfin, qui est un livre qui répond à une actualité. Là, on peut financer du reportage qui a un angle très précis, qui s'aventure sur des chemins non défrichés et de pouvoir en tout cas financer ce que la presse ne finance plus, puisque étant d'une génération où le printemps arabe a été pour ceux qui ont été, comme d'autres ont connu Sarajevo comme un moment d'histoire du journalisme d'une certaine manière. Certains y étaient allés, avaient construit leur écriture, leur vision aussi du monde là-bas. D'autres, ceux qui ont été étudiants avec moi, qui étaient en journalisme, ont finalement publié leur premier papier dans le printemps arabe, mais je me rappelle des conditions de départ. Aucun n'est parti avec un journal. Tous ont financé leur propre départ, se sont trouvés, ont multiplié les piges là-bas, jusqu'à effectivement le journalisme paupérisé, mais qui peut amener aussi une autre vision
en tout cas de cette écriture qui est moins aussi liée à des exigences de rédacteur en chef. Merci beaucoup Adrien Bosc. Je le disais tout à l'heure, les éditions Marchiali est une nouvelle maison d'édition qui s'inscrit justement dans ce segment éditorial de la creative non-fiction, du reportage narratif, du journalisme gonzo. Peut-être pour commencer, vous pouvez nous dire ce qui a poussé à la création de la maison. Est-ce que c'est la rencontre avec un texte? Est-ce que c'est un contexte éditorial favorable? En matière de contexte, on a bénéficié de deux choses, c'est-à-dire premièrement de l'essor qu'il y a eu du côté de l'édition indépendante depuis 10 ans. Nos prédécesseurs nous ont montré qu'il était possible de monter une maison d'édition avec assez peu de moyens et beaucoup de volonté. Deuxièmement, il y a eu aussi une explosion du côté des revues, donc là je ne vais pas vous les reciter, mais qui était très anglais autour de la non-fiction et du journalisme narratif, et qui ont du coup sensibilisé un public et qui ont ouvert un creuset. Ce qui commençait à manquer du coup pour ces lecteurs-là, c'était des gens qui proposent des livres. Alors des livres de non-fiction, même narratifs, il y en a toujours eu. Et en plus, donc il y avait la collection créée par Adrien Bosc qui allait s'y consacrer. Mais on s'était dit que peut-être que sur un malentendu, on pourrait trouver une place et profiter un petit peu du creuset qui venait d'être ouvert. La deuxième chose, c'est que Marchiali est extrêmement lié au fait que nous soyons tombés sur Tokyo Vice et que nous ayons eu la chance de pouvoir le faire. Pour la petite anecdote, je ne crois pas qu'on ait raconté ça encore en public, mais si nous n'avions pas eu les droits de Tokyo Vice, je crois vraiment que Marchiali n'aurait jamais existé. Et c'est même à l'inverse, on a dû créer la maison d'édition pour pouvoir acheter les droits. C'est-à-dire que quand on a contacté l'agent, qu'on les a négociés et qu'on nous les a cédés, il a fallu avoir une entreprise, rédiger des statuts, vider nos poches, mettre tout l'argent qu'on avait sur la table pour pouvoir donner la valoir, etc. Voilà, les éditions Marchiali sont nées dans ce contexte un petit peu précipité, je leur dis animé par beaucoup de volonté et d'envie pas d'en découdre parce que ça pourrait être mal interprété, mais d'essayer d'être une force de proposition en matière de non-fiction. En tout cas, le lancement des éditions est réussi puisque le titre a été retiré de nombreuses fois, il y a de nombreuses recensions dans la presse. Et peut-être que vous pouvez nous parler plus de l'identité, de la ligne du programme des éditions Marchiali. Comment est-ce que vous avez construit votre programme éditorial à partir de là? Et dans quelle tradition est-ce que vous allez puiser? Alors attendez, oui, alors le lancement s'est très très bien passé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la seule chose peut-être qui aurait pu se passer un tout petit peu mieux, parce qu'on a quand même eu une très bonne réception critique, une couverture médiatique inespérée, un accueil du public, des libraires. La seule chose qui aurait pu, qui peut nous manquer un petit peu, c'est le capital pour avoir une force de frappe un petit peu plus confortable. Et en y repensant, je me dis qu'on ne se serait peut-être pas démené autant si on avait eu une assise plus solide. Finalement, on aura eu une bonne étoile jusqu'au bout dans ce lancement. Le choix, encore une fois, du livre est vraiment primordial parce que ça, on ne pouvait pas le prévoir. Mais son auteur est un type formidable, quelqu'un d'extrêmement sensible et généreux, qu'on a eu la chance de pouvoir l'avoir pendant 10 jours avec nous en France au moment du lancement, et qu'il ne savait pas les dessous de la maison d'édition, il ne savait pas qu'on s'était lancé pour pouvoir sortir son livre en France. Il a compris qu'il était un petit peu notre parrain. Vous savez qu'on a le sens de la famille aux éditions Marchiali. Et ça lui a beaucoup plu. Il nous a d'ailleurs offert un chapitre inédit qu'on a pu tirer à part, qui se trouve d'ailleurs derrière vous, comme par miracle.
et non seulement édité à tirage limité, mais en plus manufacturé à la main, parce qu'on a ce petit côté très artisanal aux éditions Marchiali, où on aime bien être proche de la matière, quoi. Les illustrations de couverture sont des gravures, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on a envie aussi d'être pas seulement proche du texte, mais aussi proche des livres. Ça fait partie de l'héritage des éditeurs indépendants que j'ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, vous pouvez pas vous permettre de vous lancer et de faire des livres moches. C'est pas possible. Nous, on s'était mis une pression de malade à cause de ça. Aujourd'hui, la norme, c'est d'indiquer la typographie, la police de typo que vous utilisez, le papier, etc. Maintenant, si vous ne vous posez pas ces questions-là, faut que vous fassiez la différence autrement. Ça, c'était pour le lancement. Après, vous avez parlé de 3 choses différentes. Au niveau de la ligne et du programme des éditions, comment est-ce que vous avez construit? Vous allez publier 4 titres par an? Oui. Principalement des traductions. Dans quelle tradition est-ce que vous allez aller puiser ces titres? Alors non, justement, pas principalement des traductions. Ça arrivera, mais il y aura à la fois des rééditions de textes qui ont été traduits ou des rééditions de textes français. Et nous attendons même déjà pour 2018 un premier inédit. Donc je pense que, oui, traduction, réédition, inédit, là vraiment, ça ne sera pas à 3 tiers, ce serait vraiment idéal. Mais non, on n'a pas réfléchi au programme en ces termes. Ce qu'on va faire surtout, c'est de la littérature alors, si la littérature de non-fiction est le parent pauvre du milieu éditorial, nous, alors vraiment, on va s'attaquer un petit peu la littérature des mauvais garçons, quoi. Je ne sais pas comment vous le formulez, une littérature assez hostile, dans le sens où, là, le premier texte qu'on publie, Tokyo Vice, aux États-Unis, il est classé dans le genre de true crime. Ça, je pense qu'en France, c'est vraiment, vraiment méprisé. Parce que la plupart du temps, c'est des histoires très sordides, qui sont aussi des livres de commande écrits très très rapidement sur des faits de société qui émeuvent une nation à un temps T. Mais nous, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi être le moyen de parler de la société dans laquelle le livre est écrit. Et le meilleur exemple, vraiment, c'était qu'on ait trouvé de contemporain, c'était Tokyo Vice, qui nous servait aussi de manifeste. Il arrive à synthétiser, sans le vouloir, parce que c'est un garçon extrêmement maladroit, mais une littérature du jeu, au sens JE, une littérature donc autobiographique, d'investigation et sociétale. Donc nous, on va publier des textes comme ça assez sombres. C'est pas pour les goûts des jeux de mots, mais peut-être que la littérature de non-fiction a à voir avec la littérature de science-fiction. Je m'explique, c'est que si jamais dans la science-fiction, les écrivains vont essayer d'explorer des réalités parallèles, soit par anticipation, soit par fantaisie pure, la littérature de non-fiction, elle, explore des réalités parallèles à la nôtre, mais immédiatement, un petit peu comme dans le documentaire. On va voir ce qui se passe juste à côté, sans comment dirais-je, sans chercher l'exotisme pour autant. Au niveau de... Donc voilà, ça c'est le genre de texte fort qu'on va essayer d'aller chercher aux éditions Marchiali. Après, plus formellement, on publiera quasiment, pas sous forme de collection parce qu'on ne sortira pas assez de titres pour matérialiser une collection, mais on ira chercher du côté des Sud-Américains qui, eux, ont une tradition aussi très forte et surtout récente de la littérature de non-fiction. La presse en Amérique du Sud est aussi extrêmement vivace du côté des longs formats. Là-bas, quand vous écrivez dans ce genre de revue, vous n'êtes pas forcément considéré comme un journaliste, mais comme un écrivain.
Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît aussi parce qu'on veut publier des textes qui soient de la littérature. Donc là, je ne reviens pas sur les définitions qui ont été et les distinctions qui ont été faites tout à l'heure, mais c'est pas parce que c'est de la non-fiction. Nous, il faudra que ça puisse être vendu en rayon littérature, par exemple, si jamais l'envie en prend au libraire. Pour avoir des relations privilégiées avec le continent, en accumulant un petit peu les lectures, nous nous sommes rendus compte que l'Amérique du Sud était un vivier en la matière. Donc ça, c'est peut-être la grosse dominante. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce titre latino-américain que vous avez publié Celui de septembre, oui. Donc, c'est écrit par un journaliste écrivain donc, qui s'appelle Alberto Salcedo Ramos. Il n'est pas très vieux, il a 50 ans. C'est son seul livre unitaire. Les autres sont des recueils d'articles, donc soit thématiques ou par période, tout simplement. C'est l'histoire de Kid Pembele, qui est le plus grand boxeur de l'histoire de la Colombie, pour avoir accédé au titre de champion du monde. Je crois que c'est le seul dans l'histoire de la boxe colombienne, en 1973. C'est un enfant des Caraïbes colombiens, issu d'un tout petit village qui s'appelle San Basilio de Palenque, qui est connu pour être la première communauté noire d'esclaves à avoir reçu leur indépendance 200 ans avant la fin de l'esclavage. Ils avaient un espèce de leader charismatique comme ça qui a réussi à emmerder les colons tellement qu'ils leur ont filé un passe-droit, un bout de terrain, et ils leur ont dit bah, « maintenant vous vivez là ». Du coup, ces gens-là ont vécu en autarcie pendant très très longtemps, puisque même s'ils n'étaient pas des esclaves, c'était quand même des noirs et que les gens n'allaient pas leur adresser la parole. Du coup, il y a une culture très très forte, cumulée avec des aspects régionaux liés aux Caraïbes. Lui vient de ce milieu-là, très 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 pauvre. Jeune, il se déplace vers le poumon économique du coin, qui est Carthagène des Indes, l'a bien nommé, qui est aujourd'hui un bled ravagé par le tourisme. Et là-bas, il devient vendeur de cigarettes de contrebande et limpiabotas. Il cire des chaussures. Jusqu'à ce qu'il se fasse repérer par un entraîneur qui le prenne sous son aile et fasse de lui le champion qu'il deviendra. À partir de là, il est pris dans une spirale ascendante qui deviendra très rapidement descendante, puisque il se laissera entraîner par de très mauvaises influences, qui commencera à prendre de la drogue, à boire, à être violent envers quiconque se mettra dans son chemin. Et la spirale infernale l'emmènera jusque dans des hôpitaux psychiatriques. Et petit, Alberto regarde les matchs du Kid Pembele à la télévision, qui est son idole comme celui de tous les gens de cette génération. 30 ans plus tard, il se demande ce que son idole est devenu, traverse le pays, va jusqu'au Venezuela, retrouve sa famille, et à travers le portrait de cette espèce d'enfant pauvre, sacrifié, pour le bien de la nation, il fait le portrait donc du pays, de la Colombie, de lui-même et de la génération auquel il appartient. Merci. Peut-être une question qui s'adresse peut-être à tous. Quand on regarde l'équipe qui a fondé les éditions Marchiali, quand on regarde l'équipe qui travaille aux éditions Sous-Sol, c'est des personnes qui ont plus ou moins la trentaine. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un effet générationnel autour de la narrative non-fiction ? Peut-être Yvan Jablonka, vous en parlez aussi un peu. Est-ce qu'il y a une envie qui est partagée de renouveler les manières de raconter le réel ? Peut-être que c'est une réponse aussi à une époque qui est dominée par la virtualité. Je sais pas, là, je vous donne mon sentiment de manière un peu brute. Mine de rien, on a aussi toute notre vie d'adulte, on l'a connue dans un climat économique pas forcément favorable pour les jeunes générations. Et je pense que dans la littérature de non-fiction, alors vraiment c'est un prisme que j'ai parce que je suis aux éditions Marchiali et que, comme je vous disais, on va défendre une littérature un peu hostile. Mais je crois que
la non-fiction aura tendance aussi à aller gratter là où ça fait mal, porter la plume dans la plaie, comme le disait Londres. Et du coup, peut-être que pour des questions de convergence d'époque et de style, la non-fiction est la bienvenue en ce moment. J'ai toujours un peu de mal en fait avec les histoires de génération autour. Je crois qu'il y a parce que tout à l'heure j'en parlais. Tout simplement, ça n'était pas distingué avant, mais c'était publié. Et quand j'ai monté la revue Feuilleton et La Maison, c'était justement cette inversion de génération qui nous amusait. Avant même que La Maison ait une équipe, elle était dans un sous-sol qui était celui d'ailleurs. Et après avoir travaillé des mois à penser cette revue, et à la penser avec Gérard Bérébi, mais qui lui répondait aux questions moi je grimpais simplement à son bureau, enfin, entre deux séances de travail, on va dire, pour lui poser des questions toutes simples, que ce soit de la diffusion, distribution, enfin j'allais pêcher, comme ça j'avais une grande chance, c'est d'avoir un éditeur au-dessus de La Maison, qui donc lui pouvait répondre, m'apprendre à négocier certains contrats. Je parle de contrats de diffusion-distribution, d'imprimeurs, de travailler avec eux, de travailler justement sur la typographie davantage que ce que j'avais pu apprendre en école. Et en plus, surtout dans cette maison qui a vraiment une exigence de maquette et de typographie particulièrement poussée. Et je me souviens, parce que je ne souhaitais pas être rédacteur en chef de cette revue, c'est-à-dire à la fois créer une maison, puis en être le rédacteur en chef, un peu comme si je me cherchais un emploi, enfin, bizarre. Je refusais un peu, je souhaitais évidemment participer à tout, mais pas être au centre. Et donc, avant même de chercher ou de poser la question finalement des traducteurs qui étaient autour de cette maison et qui auraient pu remplir ce rôle, espèce d'évidence qui est tombée que Bérébi serait le bon rédacteur en chef. Mais Gérard a 65 ans, j'en avais 25, et rien ne nous liait dans nos générations. Sinon, un même esprit peut-être des marges, peut-être de cette exigence, effectivement, de la fabrication, ce souci du lecteur sur certains petits détails, mais qui n'ont pas l'air comme ça importants, mais qui en fait sont au cœur même de nos métiers. Et puis j'aimais beaucoup ça, qui est au cœur de Feuilleton, cet esprit du coq à l'âne, de cultiver ça. Par exemple, je savais que, parler de 21 a fait un précédent éditorial, on va dire commercial, pour la maison, mais pas du tout éditorial. Je me reconnais assez peu, en fait, à part certains reporters intérieurs de 21, dans ce qui peut se créer et dans la vision presque idéologique en fait que porte 21. Et par contre, aussi parce que dans ces revues-là, on vous explique, on vous trace le chemin, on vous dit vers quoi aller d'une certaine manière. Il y a des éditos, des choses comme ça, et moi je m'inscrivais davantage, donc pour parler finalement de courants qui dépassent les générations, dans une vision de refus de flécher. Et Gérard Bérébi donc le catalogue des éditions Alia fait référence, en tout cas pour présenter son catalogue, à la préface des Fleurs du Mal, où il est indiqué de tout ceci, alors c'est pas exactement la phrase, tout ceci sortira une terrible moralité. Et je crois que il y a beaucoup de maisons qui se retrouvent dans cette idée. On n'a pas besoin d'expliquer notre ligne, on n'a pas besoin de dire ce qu'on va faire en prévenant, en disant exactement ce qui va se passer, y compris intellectuellement, mais de tout ceci ressort une terrible moralité. C'est-à-dire en fait un esprit d'escalier, de pensée commune entre les articles, entre les livres, qui à la fin dessine comme une certaine vision du monde, négative, positive, enfin du moins qui est dans les zones grises et pas dans les confrontations. Donc c'est davantage cette idée-là qui me paraît au cœur d'ailleurs des maisons qui n'ont rien à voir avec la narrative non-fiction. Évidemment, on parlait des soucis de fabrication du souci de la fabrication. Une maison comme, par exemple, comme Toussaint Louverture, je pense, n'explique pas son projet, mais on voit très bien à peu près ce vers quoi ça va. En tout cas, en tant que lecteur, on se sent participer
Et je pense que c'est la même chose pour le sous-sol, c'est la même chose pour Marchiali, c'est la même chose pour Alia. Une idée qu'on a de l'ensemble transparaît une certaine idée du monde. Moi aussi, je suis un peu mal à l'aise avec ces histoires de génération parce que j'ai 42 ans et donc je me sens déjà très vieux dans cette salle. Mais avec mes cheveux déjà gris, je vais vous répondre. Je pense tout simplement que la littérature d'enquête, ce qu'on appelle donc éditorialement la non-fiction, je pense que la littérature d'enquête représente l'avenir, tout simplement. L'avenir des maisons d'édition, donc d'un point de vue commercial, tout simplement, mais aussi d'un point de vue intellectuel. Je pense que cette littérature d'enquête, qui donc englobe la non-fiction, représente l'avenir parce que c'est une forme nouvelle. Et quand on regarde les autres grands pôles des maisons d'édition, on voit que les autres pôles sont des formes sans doute pas périmées, mais qui regardent vers le passé. Je pense aux sciences sociales quand elles sont simplement dissertatives, c'est-à-dire quand elles s'enracinent dans un non-texte, quand elles tournent leur dos à leur littérarité. Donc les sciences sociales académiques, universitaires, ont été fondées à la fin du XIXe siècle, et elles vont très mal dans les éditions, dans les maisons d'édition aujourd'hui. Pour de très nombreuses maisons d'édition, elles ne représentent plus un secteur en développement. Chez Gallimard, par exemple, l'histoire et la sociologie au sens académique, c'est déjà terminé. Et puis quand on prend l'autre pôle, c'est le roman. Le roman se porte plutôt bien, mais d'un point de vue intellectuel et littéraire, c'est une forme qui se tourne aussi vers le passé. Et le point commun entre le roman et les sciences sociales académiques, universitaires, c'est qu'elles ont toutes les deux été créées dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire que ce sont des formes aujourd'hui qui appartiennent au passé, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient mortes, bien sûr. En tout cas, il ne faudrait pas s'en réjouir. Mais en tout cas, intellectuellement, elles regardent vers le passé. La forme neuve qui est apparue au XXe siècle, la fin du XXe siècle, c'est la littérature d'enquête. Et il me semble que c'est elle qui porte une grande partie de l'avenir de l'édition. Ce qui est paradoxal, c'est que cette littérature d'enquête se développe en France depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire au cœur d'une crise multiforme, une crise économique bien sûr, mais aussi une crise de l'édition, une crise de la librairie, une crise des universités. Et pour moi, qui suis à la fois universitaire et éditeur, ça a été important de prendre conscience de cette crise multiforme. Nous sommes dans une crise de l'édition parce que les maisons d'édition, certaines vont mal, d'autres disparaissent, et d'autres ont des problèmes financiers, comme vous le savez. Il y a aussi une crise de la librairie qui n'est pas due simplement à l'apparition du numérique et de Amazon. La crise de la librairie, c'est simplement le fait que les gens lisent de moins en moins, et quand moi, par exemple, je demande à mes étudiants d'acheter un livre, c'est l'émeute, comme si vraiment j'avais suggéré quelque chose d'insupportable. Et enfin, cette crise, elle s'observe aussi dans les universités, et en particulier dans les départements de sciences humaines, qui sont en difficulté. Les départements de sociologie ou d'histoire ont du mal à recruter des étudiants en France et dans d'autres pays du monde. Et il est paradoxal de voir que c'est au cœur de cette crise que cette littérature d'enquête et la non-fiction trouvent leur essor. C'est peut-être là qu'il y a un effet de génération, c'est-à-dire que la génération des trentenaires ou de ceux qui sont en train de terminer leurs études comme vous ont le sentiment de cette crise et donc de l'obligation que nous avons de nous réinventer et d'inventer tout court de nouvelles formes. De ce point de vue, l'écologie française, enfin l'écologie éditoriale française me paraît plutôt réjouissante parce qu'on a des jeunes maisons dynamiques qui sont parfois d'ailleurs adossées à des plus anciennes, et l'itinéraire d'Adrien Bosque le montre avec éclat. Il y a de jeunes maisons qui sont en train de fleurir de partout, des éditeurs, des éditrices qui ajoutent qui associent à la force de travail le talent et le dynamisme, des web designers, des directeurs artistiques, enfin bref, il y a toute une écologie éditoriale qui me laisse espérer le meilleur. Et je terminerai pour clore ce petit éloge de la littérature d'enquête et de non-fiction, je terminerai en disant qu'elle embrasse un apostolat civique. Je veux dire par là qu'on a besoin de cette littérature, on a besoin des enquêtes, parce qu'elles assument une fonction civique.
non seulement parce qu'elles disent le réel, mais parce qu'elles l'expliquent et qu'elles permettent de le comprendre. Et c'est la différence entre un récit plat et cette enquête ou cette non-fiction guidée par les sciences sociales, c'est la différence entre le simple reflet du réel et la compréhension ou l'explication de celui-ci. C'est-à-dire que cette littérature ne se contente pas de refléter le monde, elle l'explique et elle dit des choses vraies à son sujet. Et je crois que ce désir de vérité, qui n'est pas un désir prétentieux, mais qui est un désir au contraire plein d'humilité, ce désir de vérité, ce désir de dire des choses vraies, est fondamental dans une époque qui est au contraire dominée par le règne de la com, de la pub, de la langue de bois politique, c'est-à-dire autant de formes de mensonges qui finissent par tuer le langage à lui-même, le faire mourir à lui-même. Et en ce sens, la littérature d'enquête, la non-fiction, en tant qu'elle est à la fois littérature, texte et aussi effort vers la vérité, participe d'un renouvellement de la démocratie. Merci beaucoup Yvan Blanca. Peut-être qu'on peut se tourner vers le public. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des interventions? Moi je voulais vous remercier parce que ça fait, moi je suis polonaise et ça me fait beaucoup plaisir que vous avez parlé de Gazeta Wyborcza parce que moi je travaille dans ce problème. Et je vais même ramener, si vous voulez voir, c'est le plus grand magazine en Pologne c'est seulement un reportage littéraire. Et moi je travaille comme correspondante, vous pouvez regarder. C'est en polonais, mais regardez, c'est vraiment que des reportages de qualité littéraire. Ouais. Et moi je me demandais depuis un moment pourquoi en France ça n'existe pas. Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'en Pologne, la tradition de reportage littéraire, ça a commencé au temps du communisme. Peut-être c'est aussi intéressant ce que vous avez dit, au moment d'une crise où, vous savez, le premier reportage en Pologne qui était très très populaire, c'était vraiment 20 ou 30 pages, qui parlait d'un magasin qui vendait de la viande. Et en fait, en parlant de ce petit détail-là, on parle de toute réalité, parce qu'on ne pouvait pas parler d'une façon très directe de la réalité. Et ça, je trouve, ça me manque vachement dans le journalisme en France. Que je trouve que le journalisme en France est beaucoup trop direct. Direct, comment je peux dire, beaucoup trop évident, je dirais de temps en temps que peut-être là, soyez pas fâchés, mais je pense que peut-être en France il y a un certain manque de distance par rapport à ce que vous voyez autour. C'est les questions que je me pose ici, peut-être c'est une question de la langue, parce que moi je trouve que dans la littérature, et quand je compare par exemple le journalisme français et polonais, même la langue utilisée, la langue écrite en France est beaucoup plus exigeante. Ça veut dire que c'est juste difficile à lire. Et ça, en Pologne, ça n'existe pas. Ça veut dire que ça va être des mots très directs, ça va être des insultes, on va parler comment les gens, on va juste enregistrer comment les gens parlent. Et pareil pour les maisons d'édition, en fait, maintenant pour beaucoup de mes amis journalistes, les livres, c'est le moyen de s'exprimer parce qu'on n'a plus de place dans le journal. Et du coup, il y a au moins 2 grandes maisons d'édition qui, je sais, qui sont vraiment très très populaires. Là. Moi j'ai fini une école de journalisme, de reportage littéraire qui existe, qui est très populaire en Pologne. C'est 7e année, je pense, maintenant qui commence. Et oui, dans le livre, c'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment, ça se vend très très bien. Et il n'y a aucun problème de se dire que le roman c'est mieux que non-fiction. Il n'y a pas ça. On a peut-être d'autres histoires par rapport à ça, mais c'est assez impressionnant, je pense, à quel point ça se développe. Et c'est super qu'en France, si ça commence, ça se fait vraiment bien. Voilà. Et je suis curieuse de savoir, est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce que ça n'a pas commencé avant? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel délai dans ça? C'est intéressant, en tout cas, vous parliez effectivement du format dont on parlait. Moi, on avait publié, je ne sais plus de mémoire le nom du reporter, c'est Jagiełka, ou je ne sais plus qui était publié dedans, qu'on avait publié dans Feuilleton. Après, moi, je ne vais pas faire une espèce d'archéologie.
j'ai dit qu'il y avait eu, enfin pour moi il y a eu des journaux qui ont existé, ça serait nié comme ça, une espèce de... vous pouvez vous plonger dans certains des journaux qui ont existé, qui existent, qui tentent de le faire. Et à l'intérieur même des pages, des quotidiens ou des mensuels, alors quand même plus des quotidiens, parce que dans la presse et ce qu'on appelle news magazine, c'est quand même compliqué de trouver un reportage, c'est vraiment, vraiment de qualité, ça devient compliqué. Mais parfois, vous avez, dans les années 80-90, vous avez eu le reportage de Jean Asfeld, évidemment, et qui a prolongé lui-même son œuvre dans la littérature, et qui est dans une collection qui, justement, en France, parlait des anciennes maisons qui s'accolent, des jeunes maisons qui s'accolent à des plus anciennes, que ce soit... Donc, il y a des collections à l'intérieur de certaines maisons, dont le Seuil, qui sont des collections qui ont des frontières poreuses, justement, entre soi-disant la non-fiction de la fiction, et qui ne se sont pas posé ces questions, du moins les ont balayées. Et la librairie du XXIe siècle, qui est dirigée par Maurice Hollander, dans laquelle publie Yvan Jablonka, et ce type de collection, mais aussi Fiction et compagnie, au Seuil, où l'œuvre de Jean Asfeld a été publiée, et qui lui-même avait, quand Denis Roche a créé la collection, définissait le roman, reprenait une vieille définition de Sade, qui n'était pas du tout du côté de l'invention, qui était sur le récit des fabuleuses aventures des hommes, ce qui ne signifie pas forcément, on peut être dans le récit des fabuleuses aventures vécues. Et après, moi je vous contredirai juste sur une chose, c'est finalement sur le compte-rendu. On parlait de distance et de... je ne suis pas certain que le compte-rendu unique ou le langage, qu'il soit un langage qui s'accole à une certaine réalité, soit gage de qualité. C'est l'angle, c'est la vision, c'est la manière dont on regarde ça et on fait émerger véritablement du sens qu'on n'a pas vu ailleurs. Que si on ne fait que faire une espèce de radiographie comme ça de ce qui nous entoure, ça peut être assez pauvre, je pense. Ce qui est bien, c'est de voir ceux qui s'emparent de ce langage, effectivement, qui le remettent dans des conditions, et le nouveau journalisme a beaucoup fait ça, le discours direct, c'est-à-dire de réinstaller des dialogues à l'intérieur, des dialogues tels quels, mais toujours avec un récit qui englobait tout ça. Et ce qui est parvenu en France, en tout cas par exemple de Kapuscinski, est un journalisme très écrit, il me semble. Alors je ne connais pas la version originale, peut-être que les traducteurs sont venus instiller comme ça. Mais donc je pense à la juste distance, elle est aussi elle est quand même dans ce que va mettre l'observateur, et pas forcément être dans la pure recension d'un événement ou même d'une bonne idée, quelle qu'elle soit, enfin d'une bonne idée de sujet, comme on dit. Voilà. Mais moi je me demandais, parce que quand je parlais de la langue, c'était plutôt, je sais pas, quand tu ouvres New Yorker, quand tu lis, t'es déjà tout de suite dedans, parce que c'est écrit d'une façon qui est très populaire en fait. Après c'est peut-être une question de la langue, parce que le français c'est pas ma langue maternelle, mais quand j'ouvre le journal en France, j'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué, disons. Oui, dans ce sens-là. Il y a des éditeurs au New Yorker qui sont spécialistes pour ça. Moi, c'est la première fois que je publie un texte dans une revue américaine, là, et c'est la première fois que j'ai été confronté à tout l'attirail, à tous les gens qui travaillent pour ces revues. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des... Alors évidemment, on parle des fact-checkers, qui sont les gens qui vérifient tous les faits, qui appellent les gens dont vous parlez, les gens qui sont cités, qui les appellent, qui vérifient les informations. Mais il y a aussi les éditeurs, effectivement, qui sont au sens vraiment d'éditeurs, comme quand les livres sont publiés en France et qu'on aide l'auteur à avancer, non pas sur l'écriture, mais plutôt sur l'agencement de son propre manuscrit. De la même manière, je vois à quel point il travaille les premières phrases, travaille l'accroche, travaille la manière dont on bascule dans le livre ou pas, on bascule, pardon, dans l'article. Et comment et c'est aussi une certaine forme c'est assez normé aussi, hein. On peut renverser la chose par moments comme ça de récit, il va y avoir des soulèvements, et parfois c'est là où l'imitation de la fiction est intéressante. David Grann, qui écrit dans le New Yorker, c'est vraiment des techniques de polar.
Et lui-même dit, j'ai l'impression d'écrire un Grisham, des choses comme ça, parce qu'il vous fait vraiment, comme dans un polar, détester. C'est des enquêtes souvent de faits divers, à tiroir, où il y a 1, 2, 3 mobiles différents. Il vous fait détester quelqu'un pendant 2 pages, et puis d'un coup il instille un petit doute, et vous dit, ah, en fait, peut-être pas. Et puis c'est pas lui. Et ça, l'article sur 20 pages tient par 4, 5 suspects différents jusqu'à la résolution. Donc en fait, c'est un système de montage qui est comparable au système de polar, et qui peut être moralement, on peut le questionner, ça aussi. La fabrique de l'information quand elle est comme ça. Je vais essayer de répondre à votre question sur la comparaison entre la France et la Pologne. Je pense que la littérature de journalisme ou le grand reportage naît avec la conquête de la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle en France, quand la démocratie se développe, c'est-à-dire au début du 19e siècle, on voit précisément naître ces formes-là. Par exemple, la série Les Français vus par eux-mêmes, c'était une tradition de reportage pré-sociologique qui avait énormément de succès dans la France des années 1830-1840, avec l'idée qu'après la Révolution française, la société française était devenue illisible, incompréhensible à elle-même, et qu'on avait précisément besoin de nouvelles formes, indissociablement littéraires et journalistiques, pour la comprendre à nouveau. On était dans les années 1830-1840, et dès lors que la démocratie est conquise à partir de la Troisième République, cette littérature journalistique est moins nécessaire. Et je crois que pour la Pologne, l'explication est à peu près la même. C'est que Kapuscinski et toute l'école de journalisme littéraire polonais se développe dans les années 50 et 60, c'est-à-dire tout simplement sous la dictature, sans oublier aussi le fait que cette école polonaise est influencée par le réalisme socialiste, qui est aussi important. Par exemple, Kapuscinski avait des censeurs, c'est-à-dire des gens qui regardaient de très près ce qu'il écrivait et qui parfois devaient caviarder ses reportages. Et quelqu'un comme Svetlana Alexievitch reconnaît qu'elle a eu elle-même une éducation très communiste, avec des parents qui y croyaient vraiment. Ce qui fait que ce n'est pas un hasard si le journalisme littéraire polonais naît à ce croisement de la dictature et de la tradition, enfin de la lutte contre la dictature et de cette tradition de l'école réaliste soviétique. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose, parce que quand Kapuscinski a voyagé, et il parlait souvent des autres journalistes français, par exemple, ou anglais qui voyageaient avec lui. Lui, déjà, il ne dormait pas dans les hôtels, il dormait avec les gens. C'était vraiment différent. Et souvent, il disait que quand il y avait tout le journaliste qui arrivait en même temps, il parlait, il écoutait toujours la même chose. Et après, tous leurs news, c'était pareil. Lui, il arrivait après. Et il parlait avec pas des générales, mais des généraux, mais avec des femmes des généraux. Et je pense que cette tradition, ça continue. Alors que dans le journalisme en France, je le vois pas souvent. Et ça, je trouve qu'il y a une manque de ça. C'est peut-être ça que. Mais est-ce qu'il y a en ce moment, est-ce qu'il y a des écrivains, disons les journalistes, qui travaillent pour les journaux en France, qui veulent écrire des livres non-fiction? Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Mais c'est déjà le cas. Bien sûr, c'est déjà le cas. Florence Aubenas, mais il y a une dizaine d'autres. Ouais. Mais vous savez, je crois que globalement, vous avez raison de dire que c'est une école qui est moins représentée en France, peut-être par souci aristocratique de faire du journalisme intellectuel, ou au contraire, quand on a des ambitions littéraires, de faire du roman, tout simplement. Je crois que globalement, vous avez raison. Maintenant, il y a quand même en France quelques-uns qui sauvent l'honneur, si je puis dire. Peut-être qu'on vous prend une dernière question avant de conclure. Moi, je voudrais dire un mot. D'abord pour rassurer monsieur, pour lui dire qu'il n'est pas le seul à avoir les cheveux gris. Et ensuite, je pense à un genre qui semble tout au moins complètement en contradiction avec la littérature du réel. Ce sont les futurs, le genre des futurs non advenus. C'est-à-dire que quand on se met à imaginer le passé, pas à imaginer le passé, à imaginer ce qui aurait pu se produire ou ne pas se produire dans le passé, par exemple se dire que si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique, comment serait le monde aujourd'hui? Alors bien sûr, ça ouvre une multitude de possibilités pour la littérature, peut-être aussi
des possibilités pour voir l'histoire sous un autre angle. Alors je voudrais savoir si vous pensez que ces deux genres sont complètement opposés, la littérature de la non-fiction et les futurs non-advenus, ou bien s'il peut y avoir des liens entre eux. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Tout à l'heure, j'ai fait une plaisanterie en rapprochant science-fiction et non-fiction. Je pense que c'était pour la boutade, mais au-delà de ça, il y a un des grands sous-genres de la littérature de non-fiction. C'est tout en anglais, mais ça s'appelle les whistleblowers, les tireurs d'alarme. Et du coup, là, peut-être que ça rejoint ce que vous dites avec les futurs non-advenus, parce que eux, ils auront tendance à se dire, attendez, mais si ça continue comme ça, quel futur on aura? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est encore temps de faire ou de ne pas faire? Et peut-être que là, ça rejoint ce type de littérature, mais en se portant vers le futur et pas en l'écrivant de manière rétrospective. Je trouve ça intéressant ce que vous soulevez de le rapprocher. Je ne vois pas forcément les liens immédiats, sinon la proximité d'émergence, c'est-à-dire évidemment que c'est là, évidemment que ça existait avant, de la même manière que cette littérature du réel, mais pourquoi actuellement il y a un écho particulier? Alors évidemment, on a publié presque pour être un pendant de cette question-là aux travaux d'Yvan Jablonka, mais un pendant dans cet genre qui est pour une histoire des possibles, voilà, qui vient de paraître, mais qui donc regroupe aussi des questionnements qui, de la même manière, sont depuis 5, 6, 10 ans, en fait, amusent, mais en même temps questionnent. Alors, c'est évidemment le livre de Philippe Roth qui avait popularisé un peu ça, pour donc ce que vous parlez sur l'Uchronie. Mais j'en ai pas la réponse, mais sinon de dire que c'est vrai que c'est au même moment que je ne sais pas s'il y a une littérature, je la connais moins spécialisée, mais en tout cas que d'un côté il y a un volet théorique, une volonté de théoriser ça, de dire que ça a un intérêt, même y compris pour les sciences, pour l'histoire, d'évoquer ces possibles non advenus. C'est la littérature même, littérature française, pas forcément spectaculaire comme le cas de Roth avec Lindbergh, et Lindbergh devenu président et son pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie, enfin cette idée comme ça dans le complot contre l'Amérique, mais aussi même chez Reinhardt avec Cendrillon, en gros, qu'est-ce que je serais devenu, c'est-à-dire l'histoire intime, si j'avais pas rencontré telle personne à tel moment, donc les espèces de vies possibles. Non mais enfin, ça me paraît intéressant que ce soit au même moment, après j'en conclus rien. Moi, je pense, madame, que la littérature que vous évoquez fait intégralement partie de la littérature du réel, et je vais vous dire pourquoi, à mon avis. Vous faites référence à deux types littéraires bien distincts. D'abord, vous parlez d'un côté de science-fiction et de l'autre d'Uchronie ou de littérature contrefactuelle, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais il me semble que dès le début, la littérature de science-fiction s'est voulu une réflexion critique sur notre monde. Il suffit de regarder un des grands maîtres de cette littérature, par exemple, on prend 1984, pour voir à quel point c'est en fait une réflexion sur le totalitarisme stalinien. Et donc, en tant qu'historien, je le dis ici en tant qu'historien, il me paraît, pour comprendre le totalitarisme stalinien, il me paraît préférable de lire 1984, livre de fiction et de science-fiction, plutôt qu'un mauvais livre d'histoire qui fait moins bien comprendre que Orwell. Ça, c'est pour la science-fiction. Donc la science-fiction, en tant qu'elle est utopie ou dystopie, est en fait une réflexion rétrospective ou avec recul sur notre monde. Et le deuxième genre auquel vous faites référence, c'est la littérature contrefactuelle, qui consiste à imaginer quelque chose dont on sait très bien que ça n'est pas arrivé. Typiquement, Hitler gagne la Deuxième Guerre mondiale, Lincoln n'abolit pas l'esclavage, etc., etc. Et bien ça, les historiens l'intègrent depuis presque un demi-siècle à leur raisonnement sous la forme de ce que j'appelais les fictions de méthode, où l'on voit, et c'est un des exemples possibles, que la fiction, en tant qu'elle est assumée et dénoncée, fait partie de la boîte à outils des chercheurs en sciences sociales et des historiens. Et comme le disait Adrien Bosc,
Il y a un livre qui vient récemment de sortir par 2 jeunes historiens qui s'appelle L'histoire des possibles et qui est une théorisation de l'histoire contrefactuelle comme faisant intégralement partie des raisonnements de sciences sociales. Si ça vous intéresse, hein, je vous y renvoie. Ce n'est pas les premiers à l'avoir dit parce que les Américains l'ont fait depuis au moins 40 ans, mais en tout cas en langue française, c'est la meilleure somme qui existe aujourd'hui. Merci Benjamin. On va conclure. Merci beaucoup aux 3 intervenants, Adrien Bosc, Cyril Gay, Yvan Zablanca. Merci au Motif de nous avoir accueillis. Merci à Marga pour l'affiche, merci à Jean-Loup pour la captation. Et merci à Léa de la librairie Georges Urbain. N'hésitez pas à les feuilleter, consulter les livres, vous avez les auteurs et les éditeurs qui sont là, donc vraiment profitez-en. Et je vous propose de continuer la discussion de manière un peu plus informelle autour d'un verre.